Gidon Lev est juif et a vécu la Shoah dans son enfance. Aujourd'hui âgé de 89 ans, il danse dans son jardin pour ses 500 000 followers sur TikTok. Un moyen pour cet influenceur à succès d'expliquer ce qu'est l'Holocauste et de lutter contre l'antisémitisme. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je conserve cette étoile de David. Ma réponse est simple. Elle me rappelle cette période effroyable. Ces amusantes vidéos s'accompagnent de dures anecdotes sur sa vie durant la Shoah. J'ai envie de faire savoir aux gens que oui, une telle chose est arrivée. On a gazé et fusillé des gens. Gidon vit dans le nord d'Israël avec sa compagne Julie Gray, originaire des États-Unis. Le couple administre la chaîne TikTok The True Adventures. Aujourd'hui, il réalise une nouvelle vidéo. La bonne musique me donne envie de danser, peu importe le moment et l'endroit. Bouger, c'est la vie, c'est l'espoir. C'est une fontaine de jouvence. Quand les gens voient Gidon, ils disent « Je veux être comme lui quand je serai vieux ». Parce que c'est une personne âgée, enjouée et tout bonnement cool. L'autrice, elle aussi juive, et l'ancien enseignant de danse folklorique se rencontrent en 2017, alors que Gidon cherche de l'aide afin de rédiger son autobiographie. Ils se mettent en couple avec une mission. Les jeunes ne connaissent pas suffisamment la Shoah. C'est un fait. Pour y remédier, il faut que j'aille là où ils sont, à savoir les réseaux sociaux. Alors c'est ce que je fais. De 30 ans sa cadette, Julie aide Gidon à adapter son histoire pour ses réseaux. La danse, c'est... Épanouissant. Non, un mot plus court. Tu t'adresses à des jeunes. La danse, c'est... L'énergie. L'énergie. Très bien. Gidon naît en 1935 sous le nom de Peter Wolfgang Löw à Karlovy Vary, en ex-Tchécoslovaquie. Lorsqu'il a 3 ans, sa famille part se réfugier à Prague pour fuir le nazisme. Ça, c'est à Prague en 1940, avant qu'ils nous envoient au camp de Theresienstadt. Mon père, ma mère et moi. Elle me tire hors de l'eau parce qu'elle avait peur de l'eau. Ce n'était pas mon cas. Et là, c'est moi à 3 ans, avec mon cher grand-père Alfred, mon père et ma grand-mère. Elle est décédée à Prague avant qu'il n'ait pu la déporter. Lui, il est mort au camp. Le père de Gidon est transféré de Térésine à Auschwitz. La seule chose que son fils conserve de lui, c'est ce pendentif. Il était déjà dans le train et me l'a jeté d'une petite fenêtre du wagon. Ma mère a couru pour le ramasser et le rapporter à la maison. Je le porte encore aujourd'hui. Gidon a perdu 26 membres de sa famille dans l'Holocauste. Seuls sa mère et lui survivent au camp de concentration de Térésine. À l'issue de la guerre, ils émigrent aux États-Unis, puis au Canada. En 1959, Gidon part s'installer en Israël. Il se marie 2 fois et aura 6 enfants. Ses secondes noces durent 40 ans, jusqu'au jour où son épouse meurt d'un cancer. Il retrouve tardivement le bonheur grâce à Julie. Elle l'aide à conserver la mémoire de la Shoah. Ensemble, ils ont rédigé son autobiographie et s'apprêtent à partir en faire des lectures à travers l'Europe. On ne part pas pour 2 ans, seulement 2 semaines. Le voyage ne va pas être une sinécure pour Gidon, qui n'était pas au meilleur de sa forme ces derniers mois.
d'autant qu'au cours de son séjour, il veut aussi retourner sur les lieux de son enfance à Prague et Terezín. 10 jours plus tard, à Amsterdam, fin novembre. Avant d'aller présenter le livre, Gideon et Julie partent faire un tour en ville. Ils sont nerveux. Au début du mois, à l'occasion d'un match de football à Amsterdam, des supporters juifs ont été agressés, comme le montrent de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Ce n'étaient pas des actes spontanés. Il s'agissait de hooligans organisés. Comme à l'époque de la Nuit de Cristal. C'était aussi des hooligans, mais très bien organisés. Pour moi qui ai documenté sa vie, c'est surréaliste et inquiétant qu'au moment même où il retourne en Europe, l'atmosphère y soit similaire à celle des années 1930. Ça me fend le cœur. Je ne me sens pas en sécurité sur le vieux continent. Le couple veut voir la statue d'Anne Frank, morte à l'âge de 15 ans dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. En 2023, un sondage réalisé à travers toute l'Union européenne auprès de la population juive a révélé que de nombreuses personnes ont été victimes d'antisémitisme. 80 ans après la mort d'Anne Frank, la haine contre les Juifs est toujours vivace en Europe. Si seulement la Shoah n'avait pas eu lieu, ou si elle n'avait pas été aussi grave. Mais j'ai perdu 26 membres de ma famille. Je vais te montrer quelque chose. Je ne sais pas si tu entends bien, mais on va voir. La nouvelle vidéo évoque les nombres de la vie de Gideon. Ceux de son matricule de prisonnier, de ses années en camp de concentration, des victimes au sein de sa famille ou encore de ses milliers de followers. Dans l'ensemble, les commentaires sont positifs. Mais régulièrement, Julie doit aussi effacer des messages de haine. Hier, quelqu'un a écrit qu'il aurait dû mourir dans l'Holocauste. Que quoi? Que tu aurais dû mourir au camp, qu'ils auraient dû réussir à t'avoir. Je ne te l'ai pas dit parce que je n'aime pas répéter ce genre de choses. Le conflit à Gaza a encore attisé la haine des Juifs. Auparavant, les gens savaient que Gideon avait survécu à la Shoah et qu'il vivait en Israël. Les commentaires antisémites qu'on recevait venaient de suprématistes blancs qui niaient l'existence de l'Holocauste, ce genre de choses. Depuis que la guerre a éclaté, leur haine se porte davantage contre Israël. Un jour où ils n'en pouvaient plus de toute cette haine, ils ont délaissé leur compte TikTok pendant 7 mois. À présent, ils l'alimentent à nouveau. Mais ils n'arrivent pas à se défaire de cette crainte que la haine numérique pourrait devenir physique. Pour leur sécurité, leur éditeur les a enregistrés à l'hôtel sous de faux noms. Ils ont fait venir des agents de sécurité supplémentaires à la librairie et ils ont modifié la communication pour l'événement. Peut-être que tout cela n'était pas nécessaire, mais on ne voulait prendre aucun risque. La boutique se trouve à Zassenheim, à une demi-heure de route d'Amsterdam. Le livre de Gideon s'intitule « Let's make things better », qui signifie « Améliorons les choses ». Il a été traduit en néerlandais et en allemand. Une trentaine de personnes sont venues aujourd'hui pour écouter son histoire. Quel plaisir de vous voir. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Sous le choc. C'est un honneur d'être ici. La présentatrice l'interroge sur son séjour à Terezín. Certains souvenirs restent douloureux, même au bout de 80 ans.
Votre mère et vous viviez avec une autre mère de famille et sa fille, que vous surnommiez la gymnaste. Pouvez-vous nous parler d'elle? Oh là là. Un jour, sa mère est rentrée à la maison avec ma mère et elle a dit qu'elle avait reçu une convocation. Le lendemain matin, elle devait se présenter à la gare. Et on savait tous ce que ça voulait dire. On ignorait qu'ils gazaient et fusillaient les gens. Mais une chose était sûre, c'était grave, horrible et effrayant. Voilà comment j'ai perdu mon premier amour. Désolée. Votre récit me brise le cœur. Oui, à moi aussi. C'était super d'entendre votre histoire. J'aime sa manière positive de voir et de raconter les choses à son âge. Il apporte un peu de gaieté au milieu de tout ce qui se passe en ce moment. Et je trouve ça plein d'espoir. L'histoire de Gideon touche les gens et il s'en réjouit. Si je suis gagné par l'émotion, ils ressentent aussi quelque chose. Et je l'étais, en effet. Au bout de 2 heures, Gideon et Julie regagnent leur hôtel. Prochaine étape, l'Allemagne. Huit jours plus tard, à Berlin. Après des lectures, des conférences et des entretiens à Hambourg, Munich et dans la capitale allemande, Gideon a sa journée de libre. Il en profite pour visiter la ville et réaliser une nouvelle vidéo TikTok devant l'East Side Gallery, dernier vestige du mur de Berlin encore debout. C'est extraordinaire de se retrouver près du mur, sur ce pont, à Berlin, à un endroit où l'histoire a pris un tournant presque incroyable. La dernière fois qu'il est venu à Berlin, Gideon avait 25 ans. Julie veut profiter de l'occasion d'être là pour discuter avec de jeunes gens. Si on leur parle d'un énième livre d'un survivant de la Shoah, ils se disent que c'est du déjà-vu. Mais quand je leur montre sur les réseaux sociaux que Gideon est totalement différent, ça éveille leur intérêt. Pour moi, les réseaux sociaux sont un médium très puissant pour atteindre les jeunes. Vous avez Instagram? Il est dessus. Vous devriez le suivre. Pour la vidéo du jour, Julie a une idée originale. Gideon va lâcher des ballons devant le mur sur 99 Luftballons, le tube de Nena dans les années 1980, en signe d'espoir face aux nouvelles menaces atomiques de la Russie. Ça rend super bien, Gideon. Continue d'avancer. Gideon et Julie tiennent à ne pas parler uniquement du passé, mais à évoquer également l'influence que l'amour et l'optimisme peuvent avoir. Puis direction le sud de la ville, où ils se rendent à la maison de la conférence de Wannsee. La villa, située dans un cadre idyllique, a été le théâtre d'un des épisodes les plus importants de l'histoire nazie. C'est ici qu'en janvier 1942, on a organisé l'extermination de millions de Juifs. 15 hauts dignitaires du régime nazi, parmi lesquels Reinhard Heydrich et Adolf Eichmann, s'y sont réunis pour coordonner leur déportation et leur assassinat. C'est la première fois que Gideon visite les lieux. La présence d'un survivant de la Shoah ne laisse pas indifférent l'historien Heike Stegen. Le fait que vous ayez pris le temps de venir ici m'inspire un profond respect. Je suis bouleversé.
Cette quinzaine d'hommes, qui ont probablement fait de hautes études à l'université ou ailleurs, se sont assis ici pour planifier en détail où, quand et comment anéantir le peuple juif, parmi lesquels se trouvaient des membres très proches de ma famille. Dans toute cette histoire, mon seul triomphe, c'est de me tenir debout ici, aujourd'hui. C'est un peu une victoire. Vous ne m'avez pas eu. Je suis toujours là. Heike guide le couple dans ce lieu de mémoire. La première salle revient sur la lettre d'invitation à la conférence. Dès ce courrier, on retrouve cette horrible contradiction entre le sujet qu'ils vont aborder et la manière désinvolte dont ils vont passer la journée dans la villa. Une discussion suivie d'un petit déjeuner. On ne peut pas parler de ce genre de choses sans un bon petit déjeuner. En effet. Le protocole de la conférence de Wannsee montre avec quelle froideur et quelle bureaucratie les nazis ont organisé l'éradication des Juifs. Ça signifie traitement approprié. C'est un nom de code pour l'assassinat dans les chambres à gaz. Gideon regarde de près le portrait des personnes impliquées, en particulier celui de Reinhard Heydrich, surnommé le boucher de Prague, qui a dirigé la conférence. Reinhard Heydrich, c'est le mal incarné. C'est vrai. Mais si je peux me permettre, ce sont aussi des gens de chair et de sang. En effet, si on recouvre son visage de celui du diable, on peut facilement se dire « Moi, je ne suis pas comme ça ». Mais pour moi, en tant qu'Allemand non juif, il est important de regarder en face la banalité du mal. je n'arrive toujours pas à intégrer et à comprendre comment des gens peuvent faire des choses aussi affreuses à d'autres. Ça me dépasse. Je vais mettre du temps à retrouver mon calme. Mais dès le lendemain, il poursuit son voyage en République tchèque, sa terre natale. En 1938, lorsque le Troisième Reich annexe les Sudètes, la famille de Gideon, qui n'a que 3 ans, quitte Karlovy Vary pour aller se réfugier à Prague. Mais la répression contre les Juifs ne tarde pas à les rattraper. Gideon partage un événement de son enfance avec ses followers. Je me trouve dans un parc où je venais jouer avec mon grand-père en 1941. J'adorais cet endroit, en particulier une balançoire en forme de canoë. J'étais petit et je grimpais dedans, puis il me poussait. Mais un jour, il m'a dit « Peter, non, 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 tu ne peux pas rester là. » Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un panneau interdit aux Juifs. Pour moi, c'en était fini de la balançoire et du toboggan. À l'époque, Gideon vit avec ses parents et ses grands-parents à 2 pas de ce petit parc. En décembre 1941, son père et son grand-père sont les premiers membres de la famille à être déportés.
Il parlait de déplacement, mais ce n'était qu'un mensonge. Et il promettait aux hommes qui se portaient volontaires que leurs femmes et enfants les suivraient. Alfred, son grand-père, décède à Térésine. Arnost, son père, périt au cours d'une marche de la mort entre les camps d'Auschwitz et de Buchenwald. En leur mémoire, Gideon a fait installer il y a 3 mois des plaques commémoratives, des Stolperstein. C'est tout ce qu'il me reste pour me souvenir d'eux. Et peut-être que d'autres passants y prêteront attention. Demain, Gideon va devoir se montrer fort pour la dernière étape de son voyage, qui sera aussi la plus difficile. Térésine, ou Theresienstadt en allemand. Gideon est déjà retourné 5 fois dans ce camp ghetto situé au nord de Prague. Bauchowice, on y est. C'est dans cette gare, à 3 km du camp, que sa mère et lui doivent descendre du train en décembre 1941. De là, on est parti à pied, avec nos valises, nos sacs à dos et ce qu'on pouvait encore prendre dans l'une ou l'autre main. Il faisait froid, il pleuvait. Entre 1941 et 1945, près de 140 000 personnes sont internées à Theresienstadt. Le camp de Térésine est présenté comme un modèle à des fins de propagande. En réalité, les conditions de vie y sont effroyables à cause de la surpopulation, du froid et du manque de nourriture. Aujourd'hui, environ 3000 personnes vivent sur le terrain de l'ancien camp. On se rend au Dresde, le baraquement, où j'ai vécu durant la majorité de mon séjour à Theresienstadt. Comme Gideon n'avait que 6 ans, il était autorisé à rester auprès de sa mère. Dans ce bâtiment, tous deux cohabitaient avec d'autres mères de famille et leurs enfants, à 10 dans une même pièce. Les femmes devaient travailler 12 heures par jour dans une usine. J'étais seul toute la journée. Je jouais et je faisais plein de choses pour rester en vie. J'aidais à décharger des camions de pain et j'essayais de récupérer une pomme de terre ou ce que je pouvais, ici et là. Gideon a été contraint de vivre ainsi durant 4 ans. Le bâtiment en ruine doit bientôt être rénové et transformé en logement. Gideon n'a rien contre cette idée. Il se réjouit que la vie revienne ici, mais il n'arrive toujours pas à trouver la réponse à certaines questions. Pourquoi? Pourquoi ai-je dû traverser cela? Qu'ai-je fait pour le mériter? Comment les nazis ont-ils pu se montrer si bestiaux à l'égard des Juifs? Et pas uniquement les Juifs, évidemment. Près de 33 000 personnes sont mortes à Theresienstadt, la plupart du temps de malnutrition, de maladie ou d'épuisement. Près de 90 000 autres sont envoyés dans des camps d'extermination comme Auschwitz-Birkenau ou Treblinka. En mémoire des victimes, Gideon et Julie déposent des pierres. Gideon se remémore le moment où il a vu pour la dernière fois Rosa, son arrière-grand-mère. On est allé lui rendre visite. Et il y avait énormément de gens, des centaines, peut-être des milliers. Des personnes âgées, malades, fatiguées.
C'était effroyable. Et elle a dit, « Oh, n'ayez pas peur, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de moi? Je suis une vieille bonne femme. Je ne peux pas travailler. Ils vont me déporter. » On ignorait qu'ils allaient l'envoyer à Treblinka. Et on ne savait pas qu'il s'agissait non pas d'un camp de travail, mais d'un camp de la mort. Il veut encore se rendre à la petite forteresse, utilisée comme prison par la Gestapo dans les années 1940. Je voudrais dire quelque chose à propos de ce qui est écrit là. Le travail rend libre. C'est le plus gros des mensonges. C'est totalement faux. Et ce n'est tout simplement pas humain de se dire « Oh, je vais travailler et je serai libre ». Ce n'est pas du tout ce qui se passait. Vous travaillez jusqu'à en mourir. Votre liberté, c'était la mort. Si la liberté, c'est de mourir, alors oui, vous étiez libre. Gideon veut continuer à lutter contre ce genre de contre-vérité sur les réseaux sociaux. Trois semaines plus tard, de retour en Israël, Gideon et Julie se rendent à Nes Hamim, où vit Elisha, la fille de Gideon, pour célébrer en famille le 3e jour de Hanouka, la fête des Lumières. Tu veux la placer? Je veux l'allumer. Non, on fera ça plus tard, quand tout le monde sera là. Gideon est issu d'une famille laïque, mais les traditions juives restent importantes pour lui. En particulier Hanouka, qui revêt une signification particulière à ses yeux. Ce n'est pas qu'une célébration, une fête de la lumière, de l'espoir et de l'avenir. Ça parle aussi d'histoire, de l'histoire de notre survie. Et je suis un survivant. Gideon a 6 enfants, 16 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Tous ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Eshel, l'un de ses petits-fils, est fier du travail d'influenceur de son grand-père. C'est amusant de montrer ça aux jeunes. Ils disent « C'est ton grand-père? Waouh, génial !» C'est important pour lui de transmettre sa vérité. C'est une source d'inspiration pour nous tous. À près de 90 ans, Gideon donne encore tout pour ses followers. Et il est bien décidé à continuer tant qu'il est là. Ce que j'espère pour l'avenir, c'est qu'on apprenne à respecter et chérir nos semblables, ainsi que leurs différences, et à rendre le monde meilleur.